On sait qu'il y a des dispositifs d'aide aux aidants dans la salle qui se dénoncent. Est-ce qu'on a étudié aussi le cas de Monsieur Rose, en fait, puisque c'est lui qui pose problème par rapport à sa femme, en quelque sorte. Madame est très opposante. Monsieur n'est pas aidant, on va dire. Il n'est pas opposant, il n'est pas aidant. Il n'est pas facilitateur. Oui, je comprends, bien sûr. De fait, vous avez raison, c'est quand monsieur tombe... Comme ça, je veux dire, Oui, non mais vous avez complètement raison. Dans le cas où monsieur est tombé, c'est le seul moment où on a réussi à introduire les aides. C'est le seul moment. Alors qu'on a essayé plein de fois. Bah oui, parce que là, c'est une bonne piste de réflexion. Juliette Lannes, je ne sais pas si on m'entend. Oui. Donc je suis... Oui. Donc ça tombe bien que je sois là, puisque je pense reconnaître une situation qui me concerne, puisque je suis la coordinatrice de la plateforme des aidants, donc du 13e et 14e. Et donc, par le descriptif, j'ai bien compris que je connaissais cette situation. Situation très compliquée, effectivement, où moi, en tant que plateforme d'aide aux aidants, je suis confrontée à mes propres limites d'aide par rapport à la fille qui, en fait, n'est pas en demande d'aide pour elle-même, mais pour ses parents, et ne se saisit pas du tout des possibilités, notamment même de soutien psychologique, d'espace pour elle, de temps pour elle, puisque c'est une personne très épuisée et qui est complètement fermée du coup à ce que l'on peut, enfin, en tout cas de ce que moi je lui propose, et attend de moi effectivement d'introduire le domicile, de tenter quelque chose auprès de ses parents, etc. Donc c'est voilà. En tout cas, je peux témoigner de par mon implication dans cette situation. Bonjour, Jessica Brochet. Je suis la directrice de l'accueil de jour Saint-Germain et de la plateforme de répit des aidants Paris-Centre. Alors je confirme en effet, c'est des situations qui sont compliquées quand les aidants se dessaisissent, enfin ne saisissent pas justement l'aide qu'on peut leur apporter, c'est toujours un peu compliqué. Est-ce que la fille a pu justement verbaliser ce qu'elle attendait du dispositif? Quels sont, elle, ses souhaits, aussi bien par rapport à son père ou par rapport à sa mère? Parce qu'il y a des demandes qui sont bien différentes, et elle-même, je pense, ne se reconnaît pas forcément comme aidante, parce qu'elle vit peut-être justement le fait qu'elle soit à distance, à 1 heure du domicile. Est-ce qu'elle a bien conscience de tout ça, de son rôle d'aidante, de sa responsabilité aussi vis-à-vis de ses parents? Quels sont... Oui, elle se sent aidante. Après, elle a une pathologie chronique aussi. Donc, elle a d'autres professionnels qui l'entourent et qui lui disent, à juste titre, de se protéger. Donc, elle a beaucoup ce discours, je dois me protéger, je dois me protéger. Donc, c'est à vous de faire ce qu'on peut entendre, parce qu'elle n'y arrive pas. Et elle, ce qu'elle souhaite, c'est très ambivalent. Un jour, c'est vous hospitaliser ma mère. Un jour, vous les séparez. Un jour, on ne peut pas les séparer. Vous ne pouvez pas l'hospitaliser. Il y a eu 2 tentatives d'hospitalisation avec en direct, etc., où le matin même, monsieur n'est pas très aidant, très facilitant pour le départ avec les ambulanciers. Dont tu vas à l'hôpital, hein, tu te rappelles, c'est là où tu ne veux pas aller. Hein. Tu veux y aller vraiment. Enfin, ouais, elle n'y va pas, quoi. Et puis pourquoi cette hospitalisation? C'est toujours la même question. Ouais, c'est ça, et on n'arrive pas forcément à avoir les infos sur ce que veulent vraiment le couple. On n'arrive pas à savoir ce que veulent vraiment le couple finalement, parce qu'ils sont dans une demande d'aide, mais en refusant... Le couple, c'est compliqué. Il y a cette histoire, c'est pas anecdotique qu'on ait mis le décès du fils de façon accidentelle, parce qu'il y a toujours une conjugopathie liée à ce décès. Et on sent que c'est encore très très présent. Donc on sent qu'il y a beaucoup d'agressivité, bon, madame par sa pathologie, monsieur répondant, ayant du mal à comprendre que c'est par rapport à la pathologie, donc c'est très très conflictuel. Donc il m'a appelé il n'y a pas longtemps en disant il faut l'hospitaliser, il se présente pas, hein, vous me l'enlevez du domicile, c'est pas possible, il faut l'hospitaliser, j'en peux plus, je vais la passer par la fenêtre. Et si on prévoit tout, il refuse l'hospitalisation. Compliqué. Oui, j'ai une question un peu stupide. Pardon, oui. J'ai une question qui va peut-être choquer, mais je ne comprends pas la proposition d'hospitalisation, puisque c'est une question de long terme. Il y a éventuellement la question du placement du couple en EHPAD,
Mais à quoi servirait l'hospitalisation de cette dame qui ferait une petite pause de 15 jours peut-être, qui reviendrait à la maison dans des conditions qui n'auraient en rien changé? Donc ça ne me semble pas un objectif très soutenable. Alors, on est d'accord avec vous. L'idée au début, c'était de l'hospitaliser en unité psycho-comportementale pour mettre en route un traitement. Finalement, on a réussi à mettre en route ce traitement quand monsieur a été hospitalisé, parce qu'il y a eu des infirmières qui sont venues au domicile. Ça a quand même nettement amélioré les choses, parce qu'il y a quand même une dépression hostile derrière, liée à ce décès, etc. Ça n'a pas changé la pathologie sur les troubles cognitifs, mais au moins, il y a eu une acceptation des aides momentanément. Mais c'est très, très ponctuel. On voulait stabiliser les choses, parce que madame était vraiment très, très agressive. Et c'était ponctuel. Mais effectivement, quand ce monsieur m'appelle et me dit « vous me l'hospitalisez », je ne vois pas l'utilité. Enfin, il n'y a pas un problème médical, on est d'accord. Quelle est votre position? Parce que finalement, vous êtes dans un conflit. À la fois, vous êtes les soignants ou les intervenants pour l'un et pour l'autre, et l'un et l'autre sont quand même en interrelation. Et donc, comment assumer la fonction du tiers, j'allais dire un peu neutre, qui peut avoir l'autorité et cette fois la compétence pour arriver à hiérarchiser quand on doit privilégier l'un par rapport à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire là, vous nous montrez la complexité de la notion de faire le bien, puisque à la fois c'est le bien pour chacun, mais on voit que c'est un bien équivoque de l'un à l'autre, enfin je veux dire, puisque du bien de l'un dépend d'une certaine façon le bien de l'autre. Et on est souvent aussi dans des situations de huis clos, j'allais dire, pathogènes, d'une certaine façon. C'est-à-dire, c'est plus le bien dont il s'agit, mais c'est le moindre mal. C'est-à-dire, comment éviter le pire. Et peut-être que quelquefois, penser au bien, c'est plutôt penser au moindre mal, et avoir à faire des choix. Et c'est dès là, et je termine là-dessus, dans tous les débats qu'on a, enfin la discussion qu'on a, c'est comment décider, au nom de quoi on décide, et aussi quand on décide, quelles vont être les conséquences de ces décisions, est-ce qu'elles sont soutenables ou pas, voilà qui est important. Et puis, un dernier point qui me paraît intéressant, quand on rencontre les professionnels, dans ce genre de circonstances, il n'y a pas de bonne décision. Et quelquefois, on ne sait pas quel est le résultat de la décision. C'est-à-dire, on est dans un domaine d'incertitude, de fragilité partagée. Et je termine pour dire qu'on a beaucoup travaillé les vulnérabilités partagées au sein, j'allais dire, d'une relation. Et je pense que le professionnel doit être fort, c'est-à-dire doit être compétent. Et chaque fois qu'il y a, j'allais dire, doute entre le personnel, le côté intime d'une relation et le côté professionnalisme, c'est là où on voit apparaître des équivoques et quelquefois des catastrophes. Donc la question qu'on posait précédemment, c'est quel type de compétences professionnelles mobiliser, et je dis bien professionnelles, pas uniquement, même si le relationnel, tout ce que vous disiez tout à l'heure, est fondamental. Ça n'empêche pas de l'empathie, ça n'empêche pas de la compréhension. Mais à un moment donné, il y a un minimum, entre guillemets, je mettrais beaucoup d'autorité, basée sur une concertation au sein d'une équipe qui va aboutir à un avis qui peut être transitoire, c'est pas définitif, mais pour éviter le pire. Parce que les couples, quelquefois aussi, peuvent arriver à des situations conflictuelles qui sont insoutenables. Est-ce que vous avez d'autres idées? Parce qu'on va vous dire un peu ce qu'on fait. Je voulais juste savoir si le mari avait pu s'exprimer par rapport à sa propre ambivalence par rapport à l'hospitalisation. Est-ce qu'il reconnaît qu'il a déjà refusé une fois que c'était clé en main? Oui, mais il donne toujours une bonne excuse. À ce moment-là, c'était pas pareil. Là, maintenant, c'est pire. Il faut l'hospitaliser. Et si on y va, il va pas vouloir l'hospitaliser. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous vous sentez responsable d'une décision à prendre? Responsable mais pas coupable. Pour être très honnête, parce que ça va être un peu dans ma réponse, c'est que on a quand même sollicité tout ce qui était sollicitable. Moi, j'ai une obligation de moyens. J'ai l'impression qu'on a pris tous les moyens en compte. On a fait énormément de tentatives au domicile. Et c'est pour ça que la fille, je la renvoie sur l'aide aux aidants parce que j'estime que, bien sûr, elle a sa pathologie chronique, elle est fatiguée, mais elle n'est pas avec des troubles cognitifs, elle n'est pas psychiatrique, elle n'est pas en grande fragilité, donc elle peut se saisir des choses. Et je lui ai dit que je n'avais pas de baguette magique. Ce qu'elle voudrait, c'est qu'en fin de compte, son frère ne soit pas mort, qu'on ne lui reproche pas la mort de son frère, qu'il n'y ait pas de conjugopathie dans le couple de ses parents, que ça soit un couple merveilleux, et qu'il ne soit plus vieux,
et que sa mère soit pas agressive. Et moi, je peux jouer un tout petit peu sur l'agressivité, parce qu'on a quand même un peu calmé les choses. On a quand même maintenant une infirmière au domicile, donc les médicaments qui étaient importants pour sa pathologie chronique rhumatoïde, et pour monsieur au niveau cardio qui avait arrêté son suivi, au moins ça c'est en place. Le médecin traitant est saisi des choses. On a fait des alertes aux hôpitaux autour. Moi, après, financièrement, ils ne sont pas expulsables. Ils ont à manger. Il n'y a pas de dénutrition. Il n'y a pas de risque de mobilité. Après, j'ai hiérarchisé de façon très, très médicale. C'est un peu le défaut de mes qualités, j'allais dire. Et je me dis, on ne peut pas beaucoup plus. Donc, c'est ce qu'on a dit à la fille. On lui a proposé d'avoir un accompagnement que nous, on ne peut pas faire, qui est de passer en gestion de cas pour avoir une personne qui était dans la même continuité. Parce que moi, je suis cette situation depuis fin 2016, ce qui est beaucoup, beaucoup trop long pour un suivi habituel de nos services. Et ça prouve bien qu'il y a un dysfonctionnement dans cette situation. Donc on s'est dit que c'était beaucoup mieux qu'il y ait quelqu'un sur le long terme qui suive, parce que c'est important d'avoir l'historique, de ne pas être redondant, d'être subtil et fin, j'allais dire. Mais je pense que voilà, j'ai hiérarchisé les choses et je pense qu'on ne peut pas beaucoup plus. Voilà, il n'y a pas énormément d'alerte en fin de compte. L'alerte, c'est quand madame est agressive, monsieur veut la faire sortir du domicile. Mais 1 heure après, si elle est calme, il ne voudra jamais qu'elle parte. Et finalement, c'est les propos de la fille, je pense, qui sont les plus difficiles pour les professionnels à entendre parce qu'elle est très culpabilisante. Donc c'est comment faire face à... Enfin, que faire de ce qu'elle nous dit, quoi. Est-ce qu'il a été proposé à l'un, à l'autre, une entrée transitoire, non pas à l'hôpital, mais dans une EHPAD, en présentant ça comme une parenthèse de repos, et ensemble, séparément, ou plutôt que parler d'hôpital? Oui, alors ça leur a été proposé, sur l'EHPAD Bon Secours, ça leur a été proposé et ils ont refusé. Et ils ont refusé sous prétexte qu'ils n'avaient pas les moyens, que financièrement, il n'y avait pas de raison, qu'il fallait qu'on les aide d'une autre façon. Moi, cette situation, elle m'a fait penser un peu à l'exemple scolaire du dilemme du tramway. Vous êtes conducteur d'un tramway et si vous laissez le tramway avancer, vous risquez d'écraser 5 personnes. Et si vous activez et vous mettez vous-même en action, le tramway est dévié et tue uniquement une personne. C'est un peu tiré par les cheveux peut-être, je ne suis pas sous contrôle de Fabrice qui me dira peut-être si c'est abusif, mais j'ai l'impression que quand ce message de cette fille qui explique que si on ne fait pas ça, on choisit de mettre en difficulté tout le reste de la famille, je crois que ce qu'elle vous oppose, c'est justement ce dilemme-là. Et c'est pour ça que je vous parlais de responsabilité, c'est est-ce que vous avez l'impression d'avoir une dimension de choix ou pas, et de vous sentir responsable malgré tout. Sachant que dans ce dilemme-là, justement, c'est bien ça qui est compliqué, c'est qu'il est difficile de choisir. Je ne sais pas si... Alors, la question vient pour tous les professionnels du possible et de l'impossible. L'impossible, c'est d'empêcher les gens de mourir. Le possible, c'est de les aider et de nous aider nous-mêmes à accepter que l'autre, il part. Aider les aidants à accepter que l'autre y parle. Et on peut penser effectivement vous avez parlé du système familial à travailler. Cette femme qui est aidante, qui est fille d'eux, avec le décès, enfin tout ce que ça peut... La perte d'autonomie renforce les difficultés familiales. Mais à un moment donné, c'est effectivement, vous avez créé du lien, vous êtes là, la famille, en tout cas le couple qui est âgé, pour l'instant, refuse. Et est-ce qu'il a le droit ? Il a le droit, semble-t-il. Mais c'est difficile pour nous tous d'accepter peut-être, de dire à un moment, le possible, vous l'avez évoqué, vous avez dit, voilà, j'ai fait tout ce qui était possible, tout ce qui était entre guillemets en mon possible. Oui, parfois accepter, peut-être, accepter que l'humain, il n'a pas... Oui, c'est sûr. Il ne peut pas agir sur quelque chose qui le dépasse, la fin de vie. C'est pour répondre un peu à votre question, c'est que dans la vignette, on avait même conclu, mais bon, là, on avait fait un petit schéma en mettant... Ah oui, il est là.
Voilà, est-ce qu'il faut... parce que le couple, il est aussi... On sent que la fille veut les aider, donc le père appelle sa fille à l'aide, mais après il se referme vraiment sur son couple en disant bah, « écoute, laisse-nous vivre, on a toujours été comme ça », un peu contre la fille, donc c'est très violent pour elle. Et c'est vrai que parfois on a l'impression que c'est le couple contre la fille. Et c'est vraiment lequel des deux faut sacrifier, enfin si on peut parler de sacrifice, mais... Et c'est vrai, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais j'ai pas l'impression que c'est la situation la plus complexe que l'on ait, dans le sens où ils me semblent pas en super danger. Ils sont en face d'un hôpital, il y a une infirmière qui passe tous les jours, le médecin traitant, il essaye quand même de faire, il est là, enfin il y en a un qui peut se déplacer, etc. Donc on n'est pas dans une situation où ils sont dénutris, dans un endroit incurique, où ils seraient expulsables. Il y a très peu d'urgence. Voilà, la seule urgence, c'est que la fille nous interroge beaucoup. Mais voilà, on peut... Tout à l'heure, Sébastien a dit qu'on a des normes. On a l'impression qu'on peut rationnellement juger de ces situations. C'est-à-dire qu'il y aurait des bonnes manières de les penser, j'allais dire de les encadrer d'une certaine manière, et où c'est dans le cadre, ou c'est pas dans le cadre. Mais ce que vous dites quand même de cette situation, c'est que ces personnes, elles ont existé avant vous. C'est-à-dire elles sont, j'allais dire, à un moment de leur existence où tout ce qui est de leur identité s'est construit, y compris dans les interrelations, avec tout ce passé, voire ce passif qui est un peu obscur, même si vous en avez révélé un certain nombre de données. Et donc, moi, je pense que respecter la personne, c'est de se dire où sont les limites de l'intervention. Et effectivement, souvent les professionnels disent « mais on va nous reprocher de ne pas avoir fait ceci ou cela », y compris d'ailleurs la fille qui pourrait être paradoxale. Au moment où vous allez prendre la position, j'allais dire, favorable à ce qu'elle souhaite, elle vous reproche ça parce qu'on sait tous les contentieux qu'il y a et on sait comment les deuxièmes et les troisièmes cercles influent d'une manière très perverse souvent. Donc moi je dis, la vraie question, ça renvoie vraiment à la compétence, d'où l'importance que dans les structures qui interviennent au domicile, quand c'est effectivement des individualités qui vont intervenir, on se mette ensemble pour discuter des situations et envisager les stratégies et leurs limites. Et à un moment donné, il faut mettre les gens devant leurs responsabilités. Dès lors qu'on les considère autonomes, compétents, en faculté de discernement. Donc je dirais que ce qui me frappe, moi, en tant que non-professionnel, c'est comment aujourd'hui on rencontre des professionnels de grande qualité qui se tordent l'esprit de désespoir en disant « je n'arrive pas, je ne parviens pas, etc. » Par nature, ils ne pourront pas parvenir, ils ne vont pas réécrire une histoire de vie. Donc ils arrivent à un moment de l'histoire d'une personne. Je trouve que ça serait très irrespectueux de dire on va réécrire quelque chose de toutes les façons qui n'est pas possible. Donc il faut savoir quelles sont les limites, et c'est là où je pense qu'il faut être avec un contrat très clair. Et il y a des moments où effectivement, quand on n'est pas en situation d'urgence, quand la personne a des alternatives, si on voit qu'il y a incompatibilité avec ce qu'on pense être l'esprit, les valeurs du soin, et ce que la personne refuse, eh bien, je pense qu'il faut la mettre devant ses responsabilités en disant, à un moment donné, on ne peut pas être le soignant, on ne peut pas être l'accompagnateur, puisque nous avons des valeurs qui nous mobilisent dans ce qu'on fait, et on sait par nature, on va à l'encontre de ces valeurs. Dernier point du dernier point, je vois, on a besoin de tiers. Alors c'est quelquefois les réflexions un petit peu éthiques, mais je pense à la question de signalement. Quand on est dans une situation de difficulté, dans une impasse, dans une stratégie qui n'aboutit pas et dont on pressent par son expertise qu'elle va aller de mal en mal d'une certaine manière, comment on signale, voilà. Quel type d'alerte on peut poser et quel type de réceptivité les institutions auront. Voilà la vraie question. Parce que dans la plupart des cas, c'est démerde-toi. On ne veut pas savoir. Donc souvent, le professionnel se trouve assez solitaire et d'autant plus, j'allais dire, épuisé par les situations qu'il les assume seul, sachant que ça mène à une impasse et sans que l'institution, l'environnement soit soutenant. Voilà tous ces éléments qui, bout à bout, font qu'on arrive à de la maltraitance. Parce que quand on parle bien, on parle souvent bien-traitance aussi, mais l'opposé de la bien-traitance, c'est la maltraitance. Et à vouloir être très bien-traitant, quelquefois on devient maltraitant pour soi-même et pour les autres. Je me posais la question de la place d'une aide de bénévole dans cette situation, sachant qu'on bloque sur des aides professionnelles. Je fais moi-même du bénévolat après une carrière professionnelle. Donc voilà, je soulève cette question, le bénévole qui peut apporter autre chose, un soulagement par rapport aux aidants, à la famille, enfin, tout l'environnement. Quelqu'un a souligné la différence par rapport à la précédente situation. Moi,
Je trouve qu'il y a une ambiance commune dans les deux, qui est que vous êtes quasiment mis en demeure de prendre une décision par les personnes. Ou en tout cas, vous vous sentez mis en demeure de prendre une décision. Et on a le sentiment qu'il y a une forme d'injonction à agir et à décider qui vous est faite par Madame Brune dans le premier cas, par le mari de Madame Rose et par la fille dans l'autre. Ce qui donne le sentiment que tout de votre décision, tout va dépendre. Ce qui me semble pas un très bon principe, parce que par définition, il y a d'autres acteurs dans la situation. Je pense que c'est ce que disait Emmanuel aussi, c'est qu'il y a d'autres acteurs qui peuvent prendre leurs responsabilités ou agir. Et je pense qu'il y a un présupposé probablement dans la demande qui vous est faite. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de l'accepter. C'est-à-dire qu'effectivement, l'option, il ne tient peut-être pas qu'à vous de vous positionner là. Au tout début des universités d'été Alzheimer, éthique et société, Catherine Olivier, qui préside France Alzheimer 93 et qui est présidente du comité d'orientation de l'espace éthique, nous disait que souvent dans les familles, il y avait ce qu'elle appelait des conflits de loyauté et des choix de Sophie. Le choix de Sophie typique, disait-elle, c'est une fille ou un fils qui a 2 parents âgés, dont l'un a une maladie d'Alzheimer assez évoluée et l'autre qui est diagnostiqué d'un cancer. Et l'accompagnement de la mère avec une maladie d'Alzheimer fait que le père avec un cancer se soigne moins bien. Donc elle appelait ça un choix de Sophie, au sens où c'est un choix tragique d'une certaine façon, parce qu'il y a évidemment pas de bonne réponse, mais il y a un conflit de loyauté vis-à-vis de 2 loyautés vis-à-vis de 2 parents. Bon. Là, cette situation, elle est encore redoublée parce que vous avez le conflit de loyauté de la fille par rapport à ses 2 parents, et on a l'impression qu'il y a en plus un conflit de loyauté de l'équipe par rapport à celui dont elle ne va pas entendre la demande ou le refus. Et du coup, ma question à moi porte sur le fait que nos dispositifs des politiques publiques se sont améliorés au sens où on a reconnu le rôle des aidants. Et on reconnaît que une famille, quelqu'un, la plupart du temps, ça fonctionne avec des proches et qu'il y a des liens, que les liens, c'est important et qu'il faut en tenir compte. Et donc, on a une approche un peu plus systémique des situations. En témoigne la naissance d'un dispositif qui s'appelle la maison des aînés et des aidants. Il y a les deux. Mais je me demande si du coup ça n'entraîne pas aussi des situations où on se demande de qui on a la responsabilité, de qui on prend soin. Parce que est-ce que c'est sain, S-A-I-N, ou est-ce que c'est éthique, je ne sais pas, que vous vous sentiez responsable de tout le monde. Parce que là, on a un sentiment de responsabilité qui est coulant, c'est-à-dire il va quasiment jusqu'aux petits-enfants de monsieur et madame Rose, puisque leur fille leur dit, moi je suis en train de moins bien m'occuper de mes propres enfants pour m'occuper de mes parents. Et donc on a un glissement comme ça de l'étendue du sentiment de souci pour beaucoup de gens. Et est-ce qu'il ne serait pas plus... tout en gardant l'appréhension systémique que vous avez de la situation, mais est-ce qu'il y a des gens qui se sentent responsables de la fille et que vous n'ayez pas apporté tous ces intérêts qui peuvent être contradictoires à un moment donné, parce que sinon vous vous retrouvez dans une position qui est, à mon avis, totalement intenable, éthiquement parlant et puis même cliniquement ou socialement. Alors pour déjà répondre à madame, les bénévoles, en fin de compte, ça a été un peu proposé, mais c'est vrai que c'était au début. Donc madame était quand même très agressive. Ça n'a pas été reproposé après, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont été proposées. Alors c'était du soin, mais gratuit. Et toutes les personnes qui rentraient au domicile étaient mises systématiquement à la porte par monsieur ou par madame. Donc c'est vrai qu'on a un peu hésité à lancer des bénévoles sur cette situation. Après, c'est ce que je vous disais, je ne sais pas que je me sens pas responsable, mais... il ne me semble pas si en danger que ça. Donc moi, j'ai mis vraiment beaucoup de distance. Et au mois d'octobre, je dis surtout que la plateforme de répit des aidants a tenté, garde le contact avec madame régulièrement. Elle a un soutien psychologique qui lui est proposé régulièrement. Elle ne s'en saisit pas. C'est pour ça que là, il y a 15 jours, 3 semaines, elle nous a renvoyé ce mail parce que de notre part, on disait, écoutez, nous ne pouvons pas faire plus... voilà, on a nos limites, on lui a expliqué, il y a un médecin traitant, enfin on est plusieurs et ça communique assez bien avec les autres intervenants, donc on n'est pas seul, mais c'est vrai que
Je pense qu'elle nous renvoie à nous parce que peut-être aussi qu'on est là souvent quand elle nous demande et que voilà, elle nous a identifiés comme ça. Je sais pas. Je pense pas que ça soit un acharnement spécifique de sa fille, mais parce qu'elle est en contact éventuellement avec la plateforme. La plateforme a essayé de joindre aussi monsieur à de nombreuses reprises et monsieur ne s'en saisit pas du tout. Je sais pas. Donc finalement, peut-être que ce qu'on peut retenir, c'est que surtout, l'idée, c'est qu'on n'ait pas à choisir entre une partie ou l'autre. Il faut essayer de rechercher une certaine proportion acceptable entre ce qui est attendu, enfin le mieux, hein, à savoir que tout le monde aille bien et tout le monde soit heureux, et ce qui est plutôt toléré, et de trouver justement une sorte de cette proportion qui soit tolérable, acceptable par tous. C'est aussi peut-être respecter ce que veut l'autre comme si c'était ce qu'on voulait soi-même. On peut peut-être parler de symétrie aussi dans cette situation, dans la famille, et puis entre professionnels aussi, pour ne pas se sentir seul. Je ne sais pas si ça vous parle. Je pense que les professionnels doivent avoir des inconditionnels. Il y a des choses, vous adaptez, mais il y a des choses sur lesquelles vous ne transigez pas. Parce que si vous transigez constamment, vous transigez aussi par rapport à ce que vous êtes. Donc ça devient à un moment donné insupportable. Et c'est le burn-out. Ou c'est effectivement la déviance dans la pratique. Et des relations qui sont fausses. Donc moi je pense que c'est un point fondamental. Il y a des inconditionnels, mais ils doivent être aussi défendus par l'institution, par le cadre d'une certaine façon. Et ça je trouve que c'est important. Puis je pense que dans la relation de soins, il doit y avoir de la réciprocité. Alors je ne parle pas des personnes qui sont affectées dans leur capacité cognitive, mais même des personnes qui ont des problèmes neurocognitifs, on voit à quel point on arrive à établir quand même de la relation et il se passe quelque chose. On sent bien qu'on est dans un échange, qu'on construit quelque chose avec. Mais si vous n'avez pas la confirmation qu'il y a de la réciprocité, moi je pense qu'il y a déshumanisation de la relation. C'est-à-dire, il faut bien qu'on puisse mobiliser dans une relation de soins, dans une relation d'aide, d'accompagnement, cette dimension. Et un dernier point, bon, on pourrait développer, mais rendez-vous à l'espace éthique, parce qu'à travers tout ce qu'on est en train de glaner, on va pouvoir faire un colloque extraordinaire avec vous, et puis en approfondissant des points. Je me rappelle, étant des témoins, quand on a développé les soins palliatifs en France, dans les années 80, il y avait tout un débat de professionnels qui disaient jamais les associations. C'est des affaires de professionnels. Alors que l'aspiration, c'était pas de mourir médicalisé, c'était de mourir en société. Et on a vu de quelle manière la culture associative, une culture très professionnelle, hein, c'est pas uniquement je viens vous tenir la main et je viens vous faire de la conversation, c'est une compétence et une ouverture. Et je termine là-dessus, je trouve que le milieu associatif est beaucoup plus fécond qu'on ne le pense quand il est compétent. Et vous avez des associations qui font des efforts pour que les gens soient compétents, et j'allais dire, il y a toute une évaluation de la compétence. Mais je pense que ce qui est important, et gardez-le en tête, hein, ce sera mon dernier mot, c'est la notion d'ouverture. C'est-à-dire comment, dans des situations intriquées, remettre de l'ouverture. Comment remettre de l'horizon. Alors c'est vrai que quand on est au domicile, et quelquefois dans les situations que vous évoquez, on est encore une fois dans le huis clos, dans l'enfermement, dans l'oppression, quelquefois dans la maltraitance réciproque, même si ce n'est pas aussi évident. Donc comment remettre de l'ouverture? Et donc moi je vois les professionnels, ils ont différents types de stratégies. Déjà, quand ils arrivent, ils apportent de l'ouverture, mais s'ils sont uniquement dans la soumission ou dans l'adaptation à ce que des personnes exigent, mais ne savent plus au nom de quoi d'ailleurs elles exigent, d'une certaine façon, pour exercer un pouvoir un peu démesuré sur des professionnels, il y a tout un ensemble d'arbitraires à prendre en compte. Donc l'ouverture, faites de l'éthique. Lisez de la poésie, allez au spectacle, enrichissez-vous culturellement. Vous voyez, quand le professionnel n'est plus que professionnel, hein, et qu'en nuit et jour, il rentre le soir avec toute la culpabilité de tout ce qu'il n'a pas pu réaliser, et avec l'angoisse de mettre le réveil le matin pour être à la bonne heure et de se faire engueuler par la personne parce qu'on est arrivé ou trop tôt ou trop tard, etc. C'est le vécu au quotidien. Il n'y a pas que les pompiers qui sont cabossés, il y a tout le monde dans le secteur du médico-social. Donc je dis... ayez une culture de vous-même, c'est-à-dire respectez-vous. Plus vous vous respecterez vous-même, plus vous serez respecté par les autres, parce qu'ils se rendront compte qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas remettre en cause. Donc oui, dans toutes les questions, ça vous paraîtra peut-être déplacé, mais réfléchissez-y. Moi, je pense que pour être respectable, il faut être respecté. Respecter l'autre, c'est être respecté par l'autre. Si les inconditionnels, dans un exercice de soins, de proximité, d'humanité, ne sont pas au rendez-vous,
il faut fuir. Enfin, ne fuyez pas trop vite si c'est pour moi. Hein. C'était juste pour rendre compte d'une expérience qui m'a étonnée. Hier, je suis allée visiter un centre de maintien à domicile, rue Wattignies, dans le 12e, qui a un très large public, s'occupe d'un très large public. Et qu'est-ce que j'ai vu dans le lieu dans lequel il y a le centre qui organise ces maintiens à domicile? Il y avait 4 personnes à des postes téléphoniques permanents, 4 personnes de permanence pour répondre aux questions diverses de blocage, à droite ou à gauche, où la situation comme celle-ci paraissent coincées. Et j'ai été quand même surprise. C'est la première fois que je vois un endroit dans lequel il y a 4 téléphonistes préposés. Ils font 12 heures par jour, il y a des permanences 12 heures par jour sur 4 postes téléphoniques, uniquement pour répondre aux personnes qui sont chez les personnes qui vont recevoir des soins ou des services, et ils peuvent téléphoner, et le téléphone n'a pas cessé de sonner. Je suis restée un certain temps, ils n'ont pas cessé d'être au téléphone. Alors ça m'a quand même surpris, parce que c'est la première fois que je vois ça, quelque part installé, extraordinaire, mais je crois que ce système qui met en permanence en relation et qui évite peut-être de se sentir tout seul dans une situation bloquée, de l'impuissance qu'on en ressent, je pense que ça doit être efficace parce que ça a l'air de marcher. Je n'en sais rien parce que je n'ai passé que la journée, mais ça paraît, l'équipe tout entière est soudée par le fait qu'il y a ces 4 téléphones permanents pour écouter les moments où quelque chose bloque. Voilà, c'est tout. C'est une expérience, ça m'a vraiment étonnée et surprise, et en même temps intéressée vivement, parce que est-ce qu'il y a un besoin de pouvoir exprimer tout de suite les questions qu'on se pose et de sentir qu'on est un groupe en cohésion très important? Je ne sais pas. Alors, on a aussi certains experts sur le sujet. On voulait prendre quelques minutes pour refaire un point sur la notion de proche aidant. Et j'invite Laure Vezin à venir auprès de nous. Bonjour, donc je suis Laure Vezin et je suis psychologue à la Maison des aînés et des aidants Paris-Centre. Alors, je vais partager avec vous une réflexion sur cette question des proches aidants. Proche aidant, donc personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou du handicap. Donc cette définition est tirée de l'article 51 de la loi de décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement. Lorsqu'une personne âgée perd en autonomie, c'est souvent toute une famille qui est bousculée. Le diagnostic et l'annonce d'une maladie sont vécus de manière douloureuse par le patient et son entourage, car il fait apparaître des craintes, des incertitudes sur l'avenir, et il vient perturber l'équilibre psychologique et relationnel de chacun. Pour faire face, la famille, l'entourage de la personne malade, va devoir alors composer avec les ressources qui sont les siennes. Un cheminement va se mettre en route, sur un temps plus ou moins long, selon les personnes, selon les histoires de vie passées. Les réactions sont variables selon les proches aidants. Cela peut être du déni face à la situation, une banalisation, de la colère, une distance pour se protéger ou à l'inverse un surinvestissement. Par ailleurs, cette nouvelle relation avec son proche, que l'on nomme la relation d'aide, cette nouvelle relation va venir ou peut venir remplacer la relation affective initiale et perturber les positions de chaque membre de la famille. Cette relation d'aide n'est pas toujours un choix. Elle peut être imposée ou vécue comme telle. Et en plus, s'identifier ou se reconnaître en tant qu'aidant ou aidante, cela peut prendre du temps, surtout quand on est dans l'action et dans la gestion du quotidien.
Sur le plan psychique, le proche aidant va devoir composer avec cette nouvelle situation en fonction de ses propres capacités, volontés et possibilités, et mettre en exercice de nouvelles stratégies d'adaptation et d'ajustement. Il fera l'épreuve de remaniements psychologiques et affectifs, incessants, parfois épuisants. Car devenir l'aidant d'un autre, c'est souvent faire l'expérience dans la durée de tensions affectives, émotions positives ou négatives. C'est faire l'expérience de la contrainte entre soi et l'autre, entre l'attachement et le détachement, entre le maintien de son identité et l'identité de l'autre. Pour faire face dans la durée à la relation d'aide, on parle aujourd'hui d'aide aux aidants, ou je préfère de dispositifs de soutien pour les aidants. Or, accepter de l'aide ou d'être soutenu, pour certains aidants, ce peut être vécu comme un échec, une grande culpabilité. Pour d'autres, par contre, être soutenu peut être un moyen de s'ouvrir vers le champ d'autres possibles, pour formuler de nouveaux projets pour soi, afin de retrouver un équilibre psychologique et physique. Accepter l'aide extérieure, c'est aussi dévoiler son intimité, son domicile. C'est accepter de décloisonner la relation affective avec son proche à un tiers que l'on ne connaît pas. Ce fameux professionnel qui vient avec ses préconisations et son plan d'aide. Les professionnels, ce sont des techniciens, m'a dit une fois un aidant. Attention, ce processus d'ouverture vers l'extérieur peut prendre du temps. Il ne faut pas aller trop vite, ou plutôt aller au juste rythme, comme une nouvelle danse, mais qui se pratiquerait en trio. La personne aidée, le proche aidant, les intervenants professionnels, chacun à sa place. Aux professionnels également d'en avoir conscience et de s'adapter à cette temporalité, de prendre en compte le proche aidant dans toutes les composantes de la relation d'aide, avec ses satisfactions, ses motivations, les aspects positifs, à part égale avec les contraintes ou l'évaluation classique des difficultés. De la place du professionnel, le travail va être d'impulser une réflexion conjointe, une réflexion partagée avec le proche aidant, d'établir un véritable terrain de confiance. Ce travail est un préalable avant la définition de besoins et la proposition de solutions de soutien pour le proche aidant. Alors ce soutien à l'aidant, parlons-en. De quoi il retourne exactement ? Il s'agit de plusieurs propositions variées, tant dans la forme que dans le contexte, mais ce qui les caractérise souvent, c'est qu'elles sont souvent peu connues par les potentiels bénéficiaires, c'est-à-dire ses proches aidants. Concrètement, pour certains, ce sera une écoute ou une proposition de soutien individuel, un soutien psychologique, un relais vers des prestations bien-être, sophrologie, massage. Pour d'autres encore, un soutien collectif, comme un groupe de parole, un café des aidants, un échange entre pairs. Pour d'autres, des conseils sur des aspects plus techniques ou pratiques, les aides financières, sociales, la connaissance de la maladie, via un programme d'éducation thérapeutique par exemple. Un soutien à l'aidant de qualité doit être personnalisé et même multiforme pour être efficace, tout en étant coordonné avec celui de la personne aidée pour gagner en cohérence. Il peut être ponctuel ou bien se déployer sur le long terme. L'idée étant de s'adapter aux souhaits de chacun et à la temporalité du cheminement évoqué en préambule. Bénéficier d'un soutien pour soi en tant qu'aidant, c'est s'ouvrir la possibilité de renouer avec ce que l'on aimait faire avant, de prendre du temps pour soi, mais c'est se sentir avant tout écouté et compris, ne plus se sentir seul et prendre du recul ou plutôt de la hauteur par rapport à la situation d'aide. Et parfois, cela peut permettre de meilleures prises de décision. Le soutien à l'aidant, c'est l'affaire de tous les professionnels confrontés à un entourage, même si dans leur mission, ils sont centrés sur la personne âgée malade. Cela peut être un simple « Et vous, comment allez-vous aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous aimeriez pour vous ?» à un accompagnement plus poussé et personnalisé, comme ceux proposés par la Maison des aînés et des aidants ou les plateformes d'accompagnement et de répit. Accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à la place. C'est être à côté. Je termine par cette citation et vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Laure pour cet ajout d'informations pratiques et analytiques.